son prénom, le Hongrois. Et à nouveau, on a un gaucher contre un droitier. Ouais. Mais cette fois, ce sera du côté gauche qu'il y a un gaucher. Oh, c'était déjà le cas tout à l'heure. En même temps, parce qu'en plus, il faut que c'est pour qu'on puisse les mieux le les tireur voir, le gaucher doit être à gauche de l'arbitre. Voilà. Comme ça, l'arbitre a la meilleure visibilité possible. Exactement. Alors on dit que les Hongrois prennent beaucoup le fer, je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Ouais. Non, mais là on a deux écoles qui sont quand même pas mal basées sur le fer, hein, les Chinois, les Hongrois, et puis enfin, les Japonais et les Italiens aussi sont des adeptes du jeu au fer. Ce qu'on appelle le jeu au fer, en gros, c'est le jeu qui consiste à utiliser la lame de l'adversaire, à s'appuyer dessus, que ce soit en parade riposte, en contretemps, pour développer ses actions. L'arbitre qui diale parce qu'elle estime qu'il y a une sortie de piste du Chinois. Il a dû mettre un pied dehors. Et on se replace au centre de la piste. Ouais, c'est très temporaire, hein, oui. Ils vont très vite s'excentrer sur le côté, justement parce que gaucher-droitier, on a tendance à s'éviter par ce côté-là, et du coup pour forcer l'adversaire à sortir de la piste, s'il emprunte ce chemin-là, on se met sur le bord de la piste. Allez, 1 minute sans touche. Ah oui. Passivité. La règle que vous nous aviez expliquée, effectivement, Fabrice. Je me suis ça passe laissé vite, surprendre. 1 minute. Hein. Voilà, je ne l'ai pas vu passer la minute. 2 cartons jaunes. Ce ne sont pas les mêmes cartons jaunes qu'en cas de faute. Hein. Ce sont vraiment des cartons jaunes. C'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, on appelle le jaune P, le jaune passivité. Donc qui ne se cumule pas avec un carton jaune pour un fait de jeu qui aurait lieu pendant le match. Allez, le Hongrois qui prend l'avantage. Pour l'instant, ça se déroule plutôt dans le camp du Hongrois, hein, qui fait venir, qui fait travailler son adversaire et qui fait venir plutôt dans son coin. Alors, les Hongrois qui ont pareil, traditionnellement un très bon jeu défensif. Donc quand ils ont une touche d'avance, ils sont plutôt dans leur zone de confort. Et là, si le score s'aggrave, ça devient compliqué d'aller les chercher derrière. Après, les Chinois sont de bons attaquants aussi. Oh là là, il peut avoir un carton. Hein. Il va avoir un carton, je pense, parce que c'est retourné. Retournement. Ah, mais il n'y a pas eu de halte d'ailleurs. Non, il n'y a pas eu de halte et finalement, il ne s'est pas retourné entièrement. Siklosi donc qui a pris ses 2 touches d'avance, et là, pareil, je pense qu'on va avoir un match qui, un peu comme tout à l'heure, va s'installer du côté hongrois, où il va simplement chercher à exploiter les erreurs de son adversaire. Et qui va prendre peu de risques offensifs. Le Chinois, il essaie de l'attirer de son côté du terrain, donc en relâchant un peu de terrain, en essayant de l'aspirer, il poussait un peu, relâcher pour essayer de le faire venir, lui faire des marches, lui faire commettre des erreurs, mais il y arrive, il l'a fait partir. Bien joué. Hein. Il l'a fait partir et il l'a attrapé. Regardez la touche, l'épée qui va passer derrière, regardez, hop, voilà. En fait, la nuance est toujours très fine entre le moment d'attaque ou le moment où l'adversaire nous a fait partir. En fait, c'est vraiment... alors, quand on est bien, on arrive à faire la différence entre ces deux moments. Et puis... Et quand ça va pas, on est téléguidé finalement par l'adversaire. C'est ça, et c'est l'adversaire qui nous fait partir et on se fait avoir. Alors la Chine, hein, qui en termes de nombre de pratiquants est un pays qui a explosé aussi. Hein, l'escrime, on parlait d'universalité. Ça s'est beaucoup développé aux États-Unis, ça s'est beaucoup développé dans les pays d'Asie. Ouais. Et en Chine, difficile d'avoir un chiffre, mais je crois que c'est énorme. Hein, le nombre de licenciés, le nombre de pratiquants, ils ont un championnat très fort. Je pense que le vivier est autrement plus grand que dans les pays européens. Allez, c'est la pause. Petite touche d'avance en faveur de Siklosi. Qui pour l'instant contrôle la situation. Personne ne s'est trop exposé pour le moment. Le score est encore très serré, donc le match peut basculer à tout moment. Je vous rappelle qu'après cette demi-finale, nous aurons quelques instants avec Yannick Borel qui a été le meilleur tricolore, qui s'est incliné en quart de finale tout à l'heure. Il viendra nous dire quelques mots avant la finale.
Allez, on va repartir. Dans moins de 5 secondes maintenant pour le deuxième tiers-temps. Cette demi-finale. Wang Zijili qui est mené d'une touche. Vous voyez 2-1. Rien n'est fait dans ce match. Le Hongrois reste quand même relativement offensif, voilà, en faisant des préparations et il n'a pas complètement fermé la boutique. Hein. Il tente des actions offensives, des petites préparations à la main. Oui, ça marche. Il n'ose pas y aller, hein, on dirait quand même le Chinois. Il sent que... Disons, il peut pas... il finit par la mettre. C'est pas la première qui allume, mais il peut pas se permettre de partir à la fleur au fusil parce que l'écart augmenterait et là ça deviendrait vraiment très compliqué. Mais elle est plutôt bien faite celle-ci. Il est obligé de préparer ses actions, de prendre son temps. Alors, ils ne mettent pas énormément de jambes, mais il faut vraiment saisir le bon timing. Et je pense que comme le Hongrois accepte de faire un peu de jeu, de faire des prépas et de mettre un peu de jambes, ça donne de la matière aux Chinois pour faire ses préparations et saisir le bon tempo pour placer ses attaques. Il tire quand même relativement près, ou très proche. Il s'en sort bien. Et il égalise. Le tireur chinois. Vous voyez, il travaille effectivement. Il ne faut pas se précipiter, comme vous l'avez dit. Il faut travailler touche après touche. Ouais, c'est des matchs où généralement ça se débloque dans le troisième tiers parce que ils passent une bonne partie du premier à s'observer, à essayer de ne pas prendre de risques. La deuxième partie à capitaliser. Là, après, en fonction du score, on voit des situations se débloquer ou non dans le troisième tiers. Vous l'avez gagné le challenge mondial? Écoutez, ça a été la compétition qui a pu me permettre de me sélectionner au jeu de Pékin en 2008. J'étais pas super dans la course et il fallait absolument que je gagne pour décrocher le billet pour les Jeux. Voilà. Et je l'ai fait. Et j'en suis très content. Ah oui, puisque la suite vous a apporté de belles récompenses. Exactement. J'avais gagné sur Jean-Michel Lucien. Ah oui, Jean-Michel, on salue. Que j'ai croisé pendant le week-end. Une double. Chinois qui commence à se montrer un peu plus offensif. Ouais, il bouge un peu plus la main là. Ouais. Il a mis un joli pressing sur son adversaire, mais qui, du coup, était dans sa zone de confort, la défense, et qui n'a pas fait d'erreur. Comme on disait, dans les 4 demi-finalistes, là, ce sont des utilisateurs du coupé. Ça coûte beaucoup aux avancées. Et on n'a pas vu de poignée droite. Hein. Ce sont que des poignées cross, c'est-à-dire des poignées avec des ergots sur lesquels on place les doigts. Vous tiriez avec une poignée droite, Fabrice, qui permet de gagner un petit peu d'allonge. Alors qui permet de gagner de l'allonge et des angles qu'on peut difficilement reproduire avec une poignée cross, mais qui en échange offre un peu moins de prise et du coup moins de force et de résistance sur les parades. Donc, vous gagnez en précision, mais un petit peu moins de force. Pas forcément en précision, mais en degré de liberté, on va dire. Degré de liberté. Mais par contre, on perd quand même pas mal en force. Et du coup, voilà, c'est mettre le curseur au bon endroit pour quand même réussir à faire un peu de jeu offert à la droite, tout en conservant l'allonge qu'elle nous procure. Et bien, c'en est terminé de ce deuxième tiers-temps. Un petit point d'avance seulement pour Siklosi. Ouais, très serré. Mais il y a du mieux du côté chinois. Enfin, on sent qu'il y a de la ressource. Même si c'est quand même le Hongrois qui mène les échanges, qui dirige un petit peu l'assaut. Le
étant donné qu'il mène au score, pour l'instant, effectivement, il est plutôt dans une situation favorable. Il ne s'expose pas trop. Regardez, c'est joli ralenti. On aura l'occasion aussi de voir, après cette demi-finale et avant la finale, une démonstration d'escrime fauteuil. Il ne faut pas oublier qu'au Grand Palais auront lieu bien sûr les épreuves d'escrime aux Jeux Olympiques. Mais 15 jours après la fin des JO, ce sera le début des Jeux Paralympiques avec, là encore, l'escrime fauteuil, cette fois au Grand Palais. Un écran magnifique. Vous avez connu les championnats du monde en 2010 à Paris, Alors, pas en tant que tireur. Exactement. Moi, j'étais venu dans le public, j'étais venu supporter l'équipe de France, dont mon frère d'ailleurs. Eh oui, Jérôme qui tirait toujours. Et qui a mis un terme à sa carrière, donc après l'épreuve par équipe, en remportant le titre. Une finale incroyable. Ça avait été sublime. Ouais, ça va être magnifique, hein, ces épreuves olympiques. Ça va être sublime. Le lieu est incroyable. Et paralympique, donc, puisqu'on verra la démonstration tout à l'heure. Donc là, le Chinois, de toute façon, il va devoir prendre les... Oh, la touche. Très joli. Ouais. J'ai pas vu où ça touchait, Fabrice. Aux avancées, il est quelque part entre le coude et la manchette du gant, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est ça, il est juste derrière le gant. Et là, le Chinois ne va plus avoir beaucoup d'autres choix que de prendre l'offensive. Il est mené de 2 touches, il reste 2 minutes 30. Et là, le Hongrois, je pense qu'il va bétonner un peu en défense. Oh, c'est la première, hein, si je ne me trompe pas. Allez, on va voir, regardez, l'action C'est la première au-dessus de la main. La parade et la riposte. Elle est aux avancées. Ouais. Voilà. Là, le Hongrois s'est mis dans une situation plutôt confortable. Ouais, avec 3 touches d'avance et un tireur chinois qui là est obligé de se livrer un peu plus. Alors, il a le temps, hein, on n'est qu'à 3 touches, il reste 2 minutes, il a largement le temps, mais de toute façon, il n'a pas vraiment d'autre choix. Ouais. Et là, il est parti un petit peu quand même. Un petit peu la fleur au fusil. Enfin, voilà, il était très proche. Il a tenté une espèce de flèche surprise, mais malheureusement, généralement les flèches de pied ferme comme ça, alors si ça surprend, ça touche, mais généralement c'est un peu banzai et là ça s'est pas bien passé. Là. Les flèches de pied ferme, c'est rarement une bonne idée. Et là, notre Hongrois qui profite du fait que le Chinois marche un peu sur sa préparation pour lui faire une attaque sur la prep ici. Voilà. Toujours aux avancées. Toujours en coupé. Ouais. Oh, et ça continue sans problème. À l'épaule, je pense, cette fois-ci, aux avancées. Même le Chinois, il ne sait pas trop. Il ne sait pas où ça touche. C'est par là. Et surtout, là, on sent qu'il est à court de solutions. Hein. Ouais, il n'a pas beaucoup de solutions. Et puis l'écart s'est considérablement accru. Là, ça va être très compliqué. Ouais, en 30 secondes, il s'est pris quand même 4 touches. Ouais. Voilà, ça, c'est une belle flèche. Celle-ci, ouais. Dans le bon tempo, vous avez vu, le Hongrois essayer de prendre la parade, mais il était déjà battu, regardez. Alors la flèche, il faut expliquer, c'est quand on part en déséquilibre, en faisant passer le pied arrière, puisqu'en escrime on a un pied avant, un pied arrière, devant. Là, la stratégie du Chinois, ça va essayer de faire au maximum bouger la main du Hongrois, donc essayer de lui faire prendre des parades, donc avec des petites préparations à la main. Là, il était un peu près. Et essayer de lui faire bouger un maximum la main pour pouvoir trouver un créneau pour placer une flèche au corps. Et c'est ce qu'il a fait sur la touche précédente. Malheureusement, là, il était un peu près. Là, le Hongrois ne laisse pas beaucoup passer de trucs. Ouais. Il saisit toutes les opportunités. Moi, je mettrais bien un petit billet sur Siklosi en finale. Même si, on va voir, ça va être intéressant face à Tiroli. Mais je le trouve très solide, Gergely Siklosi. Elle est très jolie celle-ci. Coupé à la cuisse, sans trop rentrer dans la distance. Bon, il est toujours à 4 touches. Il reste 1 minute. Pardon, plus loin.
Là, pour le coup, je pense que le Chinois n'y croit plus beaucoup parce qu'il se précipite un peu. Il reste quand même 1 minute. Bon, il y a 4 touches à mettre, mais il a un peu plus le temps que ça pour les préparer. Là, il se précipite un peu. Maintenant, il n'a plus droit du tout à l'erreur. Donc, Et voilà, c'est fait. C'est fini. 15e et dernière touche portée par Siklosi, qu'on retrouvera donc tout à l'heure en finale face à David et Di Veroli. Il y aura 2 troisièmes, hein, vous savez, il n'y a qu'en épreuve par équipe où on dispute la 3e place. Dans les épreuves individuelles, il y a 2 troisièmes ex aequo. En l'occurrence, ce sera Wong Jizi et Masaru Yamada, le japonais. On va avoir 10 petites minutes avec notamment cette démonstration d'escrime fauteuil. Ouais, j'entends ça, ça mise en place. Va nous rejoindre aussi quelqu'un qu'on aime beaucoup, Yannick Borel, qui est quand même un très très grand de la discipline. Ouais. Grand monsieur, qui a été le meilleur français. Avec un quart de finale aujourd'hui, ouais. Alors demain, ce sont les épreuves par équipe, Fabrice. En quoi elles sont importantes? On sait que la France est sélectionnée au jeu. Néanmoins, plus on est en haut dans le tableau, mieux c'est pour cette compétition olympique. C'est ça. Pour l'instant, on est toujours on est numéro 1. La France est numéro 1 mondial. L'épreuve par équipe, de toute façon, c'est toujours, même si là effectivement l'équipe est sélectionnée, donc voilà, la sélection est assurée, c'est toujours des super moments pour affiner les détails, pour tester les configurations, et puis pour jauger un peu ses adversaires. Là, ça va être la dernière épreuve par équipe avant les Jeux, donc voilà, il faut profiter de ces occasions, assurer son classement et tester un maximum de choses avant l'échéance finale. Alors vous voyez qu'on est en train de, même si c'est un petit peu dans la pénombre, hein, mais on est en train d'installer les handifixes. Ce sont les appareils qui permettent de tenir à une distance fixe les fauteuils. Distance que l'on règle en fonction bien sûr de l'allonge. De l'allonge, les 2 adversaires sont chacun assis sur leur fauteuil et il y a une distance réglementaire qui je crois est au coude avec le bras plié. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les tireurs doivent pouvoir toucher le coude de l'adversaire, le bras plié. Avec le torse droit. Et bien sûr, on pratique aussi les 3 armes en escrime fauteuil, le fleuret, le sabre et l'épée. Et d'ailleurs, la particularité de la discipline